Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour. Alors, je vois que nous avons déjà quelques participants connectés à l'heure, donc bienvenue à tous. On ne va pas attendre trop longtemps, on se donne juste quelques minutes pour attendre les derniers retardataires et puis après on va démarrer assez vite puisque le temps nous est compté, 45 minutes, ça passe très vite. J'espère que vous êtes tous accompagnés de votre super sandwich salade du midi. Tac. Allez, on attend une petite minute de plus et puis on va se lancer. C'est vrai que 45 minutes, c'est quand même court, surtout avec deux bavards. C'est clair, mais on va faire attention au temps, Ouais. on va être sérieux. Et puis, il sera toujours l'occasion d'échanger par la suite pour ceux qui voudraient continuer la discussion. Ouais, alors, en plus, c'est un sujet qui peut durer très longtemps, hein. Tu l'as vu la dernière fois au petit-déj qu'on avait organisé. Ça s'est éternisé. On est presque passé sur la pause du midi, tellement qu'il y avait deux choses à dire. Ok, et ben, je vous propose de démarrer sans plus attendre pour qu'on ne perde pas de temps sur ces minutes précieuses. Donc, bienvenue à tous. Donc, moi, je suis Cécile, co-dirigeante de l'agence Plotfox. On accompagne nos clients notamment sur ces enjeux justement d'attractivité, de rétention, de fidélisation, d'engagement des collaborateurs. Et en fait, on a fait le constat ces derniers mois que le sujet de la rémunération est devenu très très prégnant, notamment dans un contexte d'inflation. Et du coup, on s'est dit que ce serait assez intéressant pour ce webinaire, puisqu'on en fait à peu près tous les trimestres, de faire un sujet justement sur cette politique de rémunération et comment en faire un levier d'attractivité et de rétention. Et évidemment, nous avons pour ce faire fait appel à un expert sur le sujet, donc Kevin, ici présent de Global Pay, qui du coup va m'accompagner pendant ce webinaire pour vous guider un petit peu sur ces sujets de politique de rémunération. Et je vais te laisser, Kevin, te présenter du coup, si tu veux bien. Avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, je suis Kevin Quintin de Carcadio, donc le gérant de la société Global Pay, située à Bordeaux. C'est une société qui est spécialisée dans l'externalisation de la paye et la gestion des ressources humaines de manière plus générale. Et avant ça, j'étais anciennement salarié de l'URSSAF d'Aquitaine, donc à Bordeaux. Voilà, donc on sait que c'est effectivement un sujet presque universel, hein, la rémunération aujourd'hui. Avant même qu'on soit dans un contexte d'inflation, ça l'est encore plus aujourd'hui, et on peut même rajouter, en plus du contexte d'inflation, on a aussi maintenant le contexte de la retraite, ce qui fait que du coup, ça touche doublement ce sujet de la rémunération, et donc d'avoir plusieurs moyens d'attirer et derrière de retenir les talents que l'on peut avoir dans son équipe. Merci Kevin. Je précise que Kevin a travaillé à l'URSSAF, mais qu'il est quand même très sympa. Ça fait Oui, toujours peur quand tu dis ça, mais voilà. Alors, effectivement, le sujet de la rémunération, ça a toujours été un sujet très prégnant hein, nous, dans nos échanges, notamment avec nos clients, quand on parle de quel discours vis-à-vis des candidats, mais aussi comment faire en sorte que les collaborateurs qu'on a restent sur la durée et qu'on puisse aligner un petit peu la rémunération par rapport à leurs attentes sans non plus gréver complètement le budget et la marge de l'entreprise. Hein. C'est toujours ce sujet-là qui revient au devant de la scène. Et c'est vrai que ces derniers mois, dans ce contexte, avec ce sujet effectivement de la retraite dont tu parles, avec l'inflation, avec l'évolution des attentes et du marché aussi, hein, parce que le candidat est dans beaucoup de secteurs aujourd'hui en position de force. Et du coup, forcément, la rémunération est un élément qui va faire la différence vis-à-vis des concurrents. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de prendre en compte aujourd'hui. Donc on est ensemble pour 45 minutes. On va essayer de garder quelques minutes à la fin pour vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Vous avez un espace chat Q&A à votre disposition pour venir poser toutes vos questions au fil de l'eau. Soit on les attrapera au vol et on y répondra au fil de l'eau, soit on les gardera en stock et on y répondra à la fin dans cet espace qu'on va dédier aux questions-réponses. L'idée, c'est donc de voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on définit finalement une politique de rémunération qui soit efficace, qui fonctionne bien, quelles sont un peu les clés et qu'est-ce qu'on peut y mettre, et surtout comment est-ce qu'on fait de cette politique de rémunération un levier pour attirer des candidats et aussi pour arriver à pérenniser ces équipes. Donc on va essayer de vous donner vraiment des clés concrètes aujourd'hui
sur ces deux sujets-là, comment je construis ma politique de rémunération et comment j'en fais un véritable atout pour les collaborateurs actuels et pour ceux qui rejoindraient mon entreprise demain. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est de vous poser une petite question, histoire de voir si vous êtes bien là. C'est quoi pour vous une politique de rémunération? Donc là, vous allez voir apparaître normalement dans votre onglet Polls un sondage qui vous permet de donner une réponse à cette question avec plusieurs réponses possibles. Je vous invite tout de suite à nous donner votre avis sur cette question avant qu'on puisse démarrer. Cécile, je me permets, pendant que les gens répondent, de poser une question qui est dans le chat. Est-ce que le webinaire est enregistré? Oui, tout à fait. Le webinaire est enregistré et il vous sera envoyé dans la foulée de la session d'aujourd'hui directement un replay que vous pourrez regarder, mais aussi potentiellement partager. Je vois que c'est Hélène, bonjour Hélène, qui a posé cette question-là, peut-être aussi pour pouvoir partager avec vos collègues. Donc, bien sûr, le replay sera disponible dans la foulée. Je vois que personne ne répond au sondage, donc je ne sais pas si c'est que ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Oui, j'ai des gens qui répondent. Si, ça y est, oui. Je vois aussi des... Alors, effectivement, donc il y a une notion de grille salariale, de grandes orientations stratégiques et de dispositifs pour limiter les écarts de salaire. Alors, on a une majorité... Ah, ça bouge. Une majorité, effectivement, pour la deuxième... deuxième réponse, donc grandes orientations stratégiques en matière de rémunération des salariés. Et puis, on a aussi des réponses sur le troisième point, dispositif pour limiter les écarts de salaire. Super. Je pense que vous voyez aussi peut-être le résultat en live. Je vais clôturer de ce pas. Je pense que tout le monde a pu à peu près donner son avis. Voilà, donc on est à 7%, donc on a quand même quelques personnes qui ont répondu grille salariale. Donc effectivement, finalement, c'est une brique je vais te laisser la parole derrière, Kevin, tu vas nous en dire plus, mais c'est vraiment une brique de la politique de rémunération qui englobe vraiment tout ça. Donc la politique de REM, ce sont les grandes orientations stratégiques qui vont être prises en termes de rémunération dans l'entreprise. Et la troisième réponse était vraie aussi, puisqu'en fait, c'est effectivement un dispositif qui, in fine, va aussi permettre finalement de limiter potentiellement les écarts de salaire. Ça dépend de ce qu'on met dans cette politique de rémunération et de la manière dont on l'a construit. Je te laisse nous en dire plus, Kevin, tout de suite. Merci Cécile. Oui, c'est vrai que la politique de rémunération, quelque part, c'est un peu personnel aussi, ou en tout cas personnel à l'entreprise. Chacun y met aussi ses objectifs, mais ça regroupe effectivement ces trois briques-là, en tout cas. C'est un socle commun. Après, on a plus ou moins de majorité sur soit limiter les écarts entre les hommes et les femmes, entre les classifications de salariés, etc. Ou alors, ça peut être quelque chose de très très simple avec simplement la grille de salaire de l'entreprise pour ceux qui ont des politiques de rémunération très simples. Donc ça, c'est assez personnel à l'entreprise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'après, c'est selon la sensibilité et les possibilités aussi de chaque entreprise. En tout cas, par expérience, il y a quelque chose qui transparaît aujourd'hui auprès de beaucoup de nos clients. Moi, je parle d'un retour d'expérience personnelle. C'est que déjà, il y a une méconnaissance ou une confusion entre la différence entre le salaire et la rémunération. On a souvent tendance à penser que c'est la même chose, alors que pas du tout. Par définition, le salaire, c'est le paiement du travail convenu entre le salarié et son employeur au titre du contrat de travail. Ça, c'est la définition que je fais semblant de connaître par cœur, alors que je la lis sur un petit papier juste en dessous. Et la rémunération, c'est plutôt l'ensemble des avantages, et là, de toute nature. Et c'est là où on va voir que le terme de rémunération est très important par rapport au terme de salaire seul. Donc, c'est l'ensemble des avantages qui sont perçus par le salarié. Et là, on peut aller très loin, voire de plus en plus loin, puisqu'on va voir après que effectivement on peut y intégrer de plus en plus de choses.
Donc, dans la rémunération, on a le salaire fixe de base prévu par le contrat de travail. On peut y intégrer, bien entendu, des primes, des avantages en nature, des avantages sociaux, tout ce qui va être œuvre sociale, donc tout ce qui va être CSE, ex-CE, des primes exceptionnelles. Alors, ça peut être des primes exceptionnelles soumises à cotisation ou des primes non soumises à cotisation quand la loi nous permet d'en mettre, comme en ce moment la prime de partage de la valeur, ou encore les produits d'épargne si là on veut viser sur le long terme et peut-être parfois esquiver un petit peu aussi les charges sociales. Tout à l'heure, tu as parlé du budget, Cécile, et forcément, dans la détermination de la politique de rémunération, on va entrer en ligne de compte le budget, l'enveloppe que l'entreprise peut consacrer à cette rémunération-là, puisque forcément, si c'était si simple que ça, on se contenterait d'augmenter le salaire des salariés. Et c'est justement ce qui coince aujourd'hui, hein, c'est un vaste sujet, on entend très souvent aujourd'hui dans les débats politiques la rémunération ou le salaire et qu'il faut augmenter le salaire. Alors c'est pas si simple parce que techniquement parlant, sans rentrer trop dans le détail barbant de la paye, aujourd'hui quand vous avez un salarié qui est rémunéré entre le SMIC et à peu près 15-16 euros brut de l'heure, vous bénéficiez sur le bulletin de paye d'une réduction de charges qui s'appelait la réduction Fillon à l'époque où François Fillon l'avait fait valider, et qui vous permet donc de payer beaucoup moins de charges. Le problème de cette réduction, c'est qu'elle est dégressive au fur et à mesure que le salaire augmente. Donc il faut augmenter les salaires, oui, mais c'est pas si simple, parce que si on veut augmenter son salarié de 10%, on va avoir une augmentation proportionnelle, voire exponentielle de charges de peut-être non pas 10%, mais peut-être 15-20%. On veut l'augmenter de 50%, on va avoir une augmentation des charges de peut-être 70-80%. Ce qui fait que très très vite, faites le test, augmentez le taux horaire de votre salarié, vous allez vite voir sur une simulation qui ne va pas vous coûter proportionnellement la même chose en charge, mais bien plus cher. Et ce mécanisme-là, on n'en parle jamais, le mécanisme de cette réduction, et c'est principalement lui qui va vous décourager derrière à augmenter le salaire de votre salarié, voire même à lui mettre des primes, parce que, à part quelques primes exceptionnelles, quasiment toutes les primes sont soumises à cotisation. Elles entrent en gros dans le salaire de base du salarié, qui vous permet de bénéficier ou pas de cette réduction de charge. Donc en gros, augmenter le salaire du salarié coûte beaucoup plus cher que ce qu'on imagine, pareil avec le versement de primes. Et c'est pour ça que derrière, on peut se tourner vers d'autres choses qui existent, mais qui finalement sont aussi beaucoup sous-estimées. Elles sont sous-estimées parce que peut-être qu'on ne connaît pas l'impact fiscal pour le salarié, l'impact comptable en termes de charges pour l'entreprise, mais on l'a vu, je vais en citer quelques-unes, vous avez bien entendu les produits d'épargne qui, eux, vont pouvoir permettre de placer de l'argent, soit sur un PE, sur un PEI, sur un PERCO, puisqu'on parlait de retraite, pour le salarié. Il y a quelques années, c'était peut-être pas si intéressant que ça. Aujourd'hui, quand on explique aux salariés qu'on peut lui placer de l'argent sur un PERCO pour sa retraite, et que surtout, dans l'enveloppe que l'entreprise a dégagée, on va pouvoir placer peut-être 75% de ce qu'il y a dans cette enveloppe sur son PERCO, plutôt que d'en donner que 50% en salaire, 50% en charge, en l'expliquant aux salariés, ça peut paraître aussi beaucoup plus intéressant pour lui d'en bénéficier. On a aussi tout ce qui va être très connu, les tickets resto, les CE ou CE externalisés pour les petites structures. Je ne sais pas quelles sont les tailles de vos structures pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Mais pour les petites structures qui n'ont pas forcément de CE, sachez qu'il existe aujourd'hui des dispositifs de CE externalisés qui vont vous permettre de verser, sans donner de nom ou faire de pub, mais nous on utilise par exemple WeSmile chez GlobalPay pour nos collaborateurs, eh bien vous pouvez verser jusqu'à 2300 € par an à votre salarié au titre des œuvres sociales. Entièrement régularisé, entièrement légal, puisque, par exemple, en tout cas, cet outil-là, WeSmile, dispose d'un rescrit social de l'URSSAF, donc qui valide, en tout cas, la possibilité de placer jusqu'à 2300 € sur la cagnotte œuvre sociale d'un salarié. Les tickets restaurants, c'est pareil. Les tickets restaurants, c'est quelque chose de très connu, qu'on sous-estime énormément. Finalement, quand on le met en place, on s'aperçoit qu'on peut donner jusqu'à 120 € de plus à un salarié par mois,
Vous faites le calcul, 1 450 € par an à peu près, pour des tickets resto d'une valeur de 10 €. Et ça, c'est vraiment le bénéfice pour le salarié, hein. C'est après déduction de sa part à lui. Vous additionnez ça avec, par exemple, un CE externalisé. C'est tout bête, mais vous avez là déjà 3 750 € de plus par an pour un salarié. Ça commence à faire. Et si on additionne toutes ces petites choses qui existent autour et autres que le salaire, finalement, on peut arriver à augmenter de manière assez conséquente le pouvoir d'achat d'un salarié sans forcément aller exploser les charges de l'entreprise. Voilà par exemple ce qui peut exister aujourd'hui. Après, on a ses préférences, il faut aussi prendre en compte, et c'est Cécile qui va peut-être juste derrière nous dire aussi ce qui est pris en compte par les salariés pour rester dans une entreprise ou pour venir dans une entreprise, parce que ça c'est déterminant aussi. Mais voilà, il existe aujourd'hui beaucoup de choses, c'est difficile d'aller plus loin dans le détail parce que le webinaire est court. Il faut aussi pouvoir le simuler, il faut aussi pouvoir le quantifier et le faire en fonction, bien entendu, de la politique de rémunération et du budget de l'entreprise. Merci Kevin. Alors effectivement, je vais donc enchaîner pour voir comment est-ce qu'en s'appuyant sur tous ces ingrédients, on en fait justement un levier. Avant de rentrer dans le détail, je fais un second et dernier sondage que je vous ouvre tout de suite. Je vous pose cette question, à votre avis aujourd'hui, où est-ce que le salaire est placé dans les attentes des candidats? Quand on leur demande ce qui peut faire la différence sur la prise d'un nouveau poste, où est-ce qu'est placé le salaire par rapport à tous les autres éléments qu'on peut imaginer. Notamment, on parle beaucoup de sens au travail ces dernières années. Je vois répondre petit à petit. On est à 66% première position, 33% troisième position. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas voté? Ah, non, ça s'est inversé. Donc 71% pour la troisième position, 62%, on a une grosse inversion. Quelques personnes qui ont mis cinquième position. Ça bouge, ça bouge. Vous n'êtes vraiment pas tous d'accord. Et ouais, je pensais qu'il y aurait moins de suspense que ça sur cette question-là, et puis finalement... Gros suspense, comme quoi ça fait toujours du bien de se le rappeler, et c'est là où on va pouvoir parler de quelques enquêtes ensemble qui sont assez intéressantes. C'est toujours très important d'aller voir un peu l'évolution des attentes, parce qu'il y a beaucoup de on-dit, on entend beaucoup de choses sur les besoins des candidats, etc. Et c'est toujours important de refaire un petit reminder sur ces sujets-là. Je ferme le sondage. Donc, on est en gros à 54%. Vous êtes 54% donc à avoir mis troisième position, 36% première position et un petit 9% en cinquième position. Donc, attention, suspense insoutenable. Donc là, je vous présente une enquête Robert Half, qui est la plus récente que j'ai trouvée, puisqu'elle date de mars de cette année, donc elle est vraiment toute récente. Et donc, comme vous pouvez le constater, le salaire apparaît en première position. Donc, la question posée exacte, parce que les chiffres, on peut toujours leur faire dire un peu tout ce qu'on veut, c'est si vous recevez plusieurs offres d'emploi, quels sont les critères primordiaux qui vous feraient choisir une entreprise plutôt qu'une autre? Et on voit que le salaire non seulement est en premier, mais de très loin. C'est-à-dire qu'il sort vraiment du lot sur le sujet. Bien sûr, derrière, on retrouve ces sujets de flexibilité, d'équilibre vie pro vie perso, tout ce qu'on peut proposer. On a quand même aussi une notion d'avantage proposée par l'entreprise qui arrive en sixième position, que finalement, certaines parties sont incluses aussi dans la rémunération dont on parle, puisque là, bien sûr, la réponse salaire ne prend qu'une partie, vous l'aurez compris, c'est ce que vous avez expliqué, Kevin, de la rémunération dans son ensemble. Donc pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que clairement, ces enquêtes-là, il y en a d'autres. Par exemple, l'APEC a aussi fait une étude l'année dernière auprès des cadres spécifiquement. Et c'est pareil, la rémunération arrivait en tête pour 52%, devant l'intérêt de la mission, 49%, et les conditions de travail, 40%. Donc en fait, clairement, toutes ces études, elles montrent que la rémunération, le salaire reste vraiment le sujet prégnant en termes d'attente, et d'autant plus avec cette pression, on va dire, économique que subit le salarié. Ce qui est intéressant aussi à voir, et ce que je voulais vous présenter en termes de chiffres, c'est qu'aujourd'hui, il y a des attentes des candidats, non seulement d'avoir un bon salaire, meilleur que ce qu'ils pourraient trouver ailleurs, mais aussi de connaître le salaire dans les offres d'emploi.
Et ça, c'est une autre tendance qui est super importante en termes de chiffres. Il y a une enquête qui a été faite par Hello Work Group, qui est un acteur français du digital, de l'emploi, du recrutement, de la formation. Et ils ont fait une enquête en demandant, en gros, les éléments importants à indiquer dans l'offre d'emploi. Et pour 87% des candidats, le salaire est l'élément important primordial. Donc, c'est le plus cité parmi les éléments importants à faire figurer dans une offre d'emploi. Et près de la moitié des candidats, 45%, sont moins susceptibles de postuler s'il n'y a pas l'indication du salaire. Donc, c'est assez révélateur d'une situation où on a un décrochage aujourd'hui entre les attentes des collaborateurs et la réalité du terrain, puisque il y a à peu près une entreprise sur 3 qui n'indique jamais le salaire dans ses offres d'emploi, et il est indiqué de manière systématique, donc sur toutes les offres d'emploi, seulement par un tiers de l'entreprise. Donc en fait, on a très peu d'offres qui font figurer le salaire très clairement, ou en tout cas une fourchette, et pour autant, c'est une attente très forte des collaborateurs aujourd'hui de savoir quel est le range de salaire. Et finalement, ça fait aussi gagner du temps un peu à tout le monde, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est crucial, que de toute façon, comme on le voit là, c'est le critère numéro 1 qui va faire switcher d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est vraiment super important d'avoir ça en tête. Et effectivement, la rémunération, ça va être un levier très important pour le recrutement, donc pour attirer. C'est ce qui va potentiellement faire la différence entre vous et le concurrent, cette rémunération au-delà du salaire. Et ce qui est important à prendre en compte, et je rebondis sur ce que vient de dire Kevin sur tout ce qu'on peut mettre dans cette politique de rémunération, c'est de bien connaître votre cible de candidat. Parce que, en fonction des personnes à qui on s'adresse, les composantes de ce qu'on va mettre dans la rémunération vont pouvoir faire mouche plutôt auprès de certaines catégories de population que d'autres. Je prends un exemple, si vous savez que dans vos cibles, vous êtes plutôt sur des jeunes diplômés, peut-être que toutes ces solutions en termes de retraite qui est possible de mettre en place aujourd'hui vont avoir une résonance un peu moindre, même si on le sait, la retraite, ça se prépare dès le plus jeune âge, etc. Néanmoins, ça ne sera forcément pas l'argument qui va le plus faire la différence auprès de ces publics de jeunes diplômés. Inversement, si vous êtes sur des publics un peu plus avancés, peut-être que oui. Pareil sur des aides, typiquement des aides en lien avec la parentalité. Si vous êtes sur une tranche d'âge qui effectivement va être concernée par ces problématiques, là, ça vaut le coup de mettre en place ces aides-là. Si par autant vous êtes sur des publics qui ont déjà 50 ans passés, clairement, on n'est peut-être pas sur le bon ingrédient de votre politique de rémunération. Donc, l'attractivité de la politique de rémunération, oui, clairement, c'est un des éléments forts en termes d'attractivité. Mais il faut bien choisir les ingrédients qu'on met à l'intérieur et ça suppose de bien connaître sa cible, de savoir à quel candidat je cherche à m'adresser et du coup de composer sa politique de rémunération en fonction de ça, mais aussi et surtout de choisir dans nos communications ce qu'on va mettre en avant au sein de cette politique de rémunération. C'est-à-dire que peut-être que j'ai effectivement des éléments qui concernent la retraite, parce que parmi les personnes en interne que j'ai, ça va les concerner, donc j'ai cet ingrédient-là, mais que dans les communications que je fais pour un poste en particulier, par exemple sur une offre d'emploi, je ne vais pas forcément le mettre en avant, je ne vais pas en parler parce que je sais que ma cible ne va pas être intéressée par ce levier-là. Voilà, donc c'est un des éléments importants à garder en tête. Et ensuite, pour la notion de fidélisation, de rétention et d'engagement, là, on est plutôt sur une notion de progression. C'est-à-dire comment est-ce que le collaborateur il s'y retrouve et comment la rémunération, elle l'accompagne sur son évolution à lui au sein de l'entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que peut-être que je suis rentrée moi en tant que jeune diplômée, j'avais des attentes en termes de composition de ma rémunération, et peut-être que je suis là dans l'entreprise depuis 5 ans, soyons fous, et que du coup, j'avais 25 ans quand je suis rentrée, maintenant j'en ai 30, j'ai un enfant, et du coup ma situation perso, elle a changé. Donc il y a l'évolution au sein de l'entreprise en fonction de ma seniorité, mais il y a aussi l'évolution de ma situation personnelle. Et comment cette politique de REM, elle arrive à accompagner effectivement l'évolution de cette personne-là au sein de l'entreprise pour éviter que finalement elle aille chez le concurrent. Avec un package du coup de rémunération qui serait potentiellement plus intéressant ailleurs. Et il y a une notion aussi de communication sur tous ces éléments, parce que forcément l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, donc on va être alléché, potentiellement votre collaborateur va être alléché par une proposition de salaire très élevée ailleurs, sans forcément se rendre compte que dans son package actuel, il y a déjà plein d'éléments qui finalement sont très intéressants pour lui. Donc c'est aussi un élément toujours à avoir en tête, donner des perspectives un peu d'évolution, créer un intérêt financier à rester longtemps dans l'entreprise et bien communiquer dessus.
Attention, néanmoins, je fais quand même une petite parenthèse avant de clôturer ce petit chapitre. Le salaire ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un webinaire sur la rémunération et le salaire, donc bien sûr, c'est un élément prégnant. Attention, parce que nous, on est confrontés à certains clients qui, en fait, ont tout misé sur ça, qui se disent, bon, bah, en gros, nous, on paye bien nos gars, donc on part du principe qu'ils sont bien et qu'ils vont rester. Alors aujourd'hui, oui, le salaire est un élément prioritaire, mais si vous avez que le salaire et que tout le reste ne suit pas, et notamment les conditions de travail, le sens, etc., mais vous allez quand même potentiellement perdre des gens. Donc oui, c'est important, mais ça ne suffit pas. Et je vais m'arrêter là, je te repasse la parole, Kevin, pour la suite. Merci Cécile, tu me fais une super passe décisive. C'est incroyable, on aurait dit qu'on s'était entraîné avant. Ouais, alors tu fais tout à fait bien de le dire. Moi j'avais quelques conseils, si je pouvais me permettre, sur la constitution de la politique de rémunération. Là je parle vraiment que de ma partie à moi, vous le voyez à l'écran. Mon premier conseil, c'est de la composer d'au moins 3 éléments. Pourquoi? Pour l'argument suivant, c'est pour pouvoir la faire évoluer régulièrement. Et bien entendu, ça revient à ce que tu disais juste avant. Aujourd'hui, vous allez prendre des talents, vous allez les attirer. Cécile, tu vises visiblement sur une entreprise qui a réussi à fidéliser son salarié sur pas mal d'années, puisque visiblement sa vie personnelle évolue. Et c'est tout à fait vrai. Pour éviter de se retrouver un peu coincé face à un concurrent qui va proposer, pourquoi pas, la même chose que vous, mais avec quelques avantages de vie personnelle, peut-être la possibilité de télétravail, peut-être la possibilité de prendre en charge, je sais pas, une partie de la crèche des enfants, ou en tout cas de participer aussi à tout ce qui va être embauche de personnes à domicile, que ce soit une nounou, que ce soit un jardinier, etc. Tout ce qui peut vous dégager du temps, vous faciliter le confort de vie personnel, ça entre aussi en ligne de compte. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille de composer, si possible, votre politique de rémunération d'au moins 3 éléments. Plus, après, ça devient compliqué, parce qu'il faut pouvoir jongler avec tous les éléments, surtout que généralement, c'est des éléments qui sont à proposer à tout le monde. 3 éléments, c'est je pense, le bon juste milieu, parce que ça va vous permettre, bien entendu, d'avoir dans ces 3 éléments le salaire, ça vous pouvez pas y couper, mais vous allez pouvoir l'agrémenter d'au moins 2 autres choses, qui seront des avantages, sur lesquels, bien entendu, la communication est hyper importante, et c'est la passe décisive que je ferai ensuite vers Cécile. Mais le but, c'est effectivement de pouvoir s'adapter au fur et à mesure à l'évolution de la vie du salarié. Comme l'a dit Cécile, les besoins du salarié aujourd'hui dans sa vie personnelle ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'il aura dans quelques années. L'avantage d'avoir une politique de rémunération constituée d'au moins 3 éléments, c'est d'être un peu plus agile. C'est de pouvoir évoluer. Si la loi évolue demain, si l'un des 3 éléments que vous avez devient moins intéressant, vous allez au moins pouvoir vous appuyer sur les 2 autres. Alors que si vous avez une politique de rémunération qui est assise sur un seul élément que vous pensez être un élément fort, si demain la loi fragilise cet élément-là, notamment le salaire, si on augmente les charges, peu importe tout ce qui peut se passer, on le voit, hein, les taux de charges sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ceux qui ont constitué leur politique de rémunération avec uniquement du salaire pur, ça leur revient, je pense, un petit peu plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pas sûr que du coup ils puissent garder le salarié si à côté un concurrent va proposer à peu près la même rémunération, peut-être même un tout petit peu moins, mais par contre avec la possibilité d'avoir, je sais pas moi, la prise en charge de la nounou à hauteur de ce que permet la loi. Alors je crois qu'on était à 1800 € encore l'année dernière ou quelque chose comme ça par an, entièrement défiscalisé, entièrement non soumis à cotisation pour l'entreprise. Et on sait que ça, par exemple, pour celui qui a pour projet d'avoir un enfant, ça peut être un super avantage pour rester chez vous ou pour venir chez vous, peu importe. Donc c'est ça le but d'avoir une politique de rémunération composée d'au moins 3 éléments, c'est de pouvoir naviguer plus facilement dans les évolutions de la loi, d'avoir un peu plus d'agilité face aux changements de la loi, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ce qui est un avantage aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Et puis surtout, très important bien entendu, sécuriser votre politique de rémunération par la loi. Faites appel, si possible, à
soit Global Pay, par exemple, ou alors à un avocat qui va être spécialisé, qui vous permettra justement d'être certain de pouvoir aussi définir une politique de rémunération qui vous permet de vous projeter, parce que c'est ça l'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est de pouvoir se projeter et savoir combien ça coûte et combien ça va coûter. Et donc, pour savoir tout ça, on peut bien entendu le simuler, on peut le préparer et le chiffrer à l'avance sans trop de marge d'erreur. Donc ça peut vous permettre déjà de vous sécuriser face au recrutement d'aujourd'hui et de demain, mais également sur du long terme. Autre élément hyper important, que moi j'avais vu dans une étude que je ne peux pas du tout citer parce que je ne m'en souviens pas, c'est que beaucoup d'avantages qui sont octroyés aux salariés font un petit peu une sorte de flop, on va dire, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce que les salariés n'ont pas conscience de l'avantage que ça représente. À quel niveau? Au niveau fiscal, bien entendu, le but, on le sait, c'est forcément la question de payer plus ou moins d'impôts, et bien entendu également l'avantage pour l'entreprise. On le disait tout à l'heure, vous avez aujourd'hui une enveloppe de X euros, vous allez avoir plein de manières de dépenser cette enveloppe-là. Le salarié, lui, peut de manière très simple se dire, tiens, pourquoi sur le budget de 30 000 qu'il a à l'année, pourquoi il ne me donne pas 30 000? Mais parce que ça ne coûtera pas 30 000 à l'entreprise. Ce budget de 30 000, on peut le découper, on peut l'aménager de pas mal de manières, mais c'est, je pense, aussi important de savoir le communiquer au salarié, de savoir de manière pédagogique, lui dire, voilà, on a un budget de 30 000 pour 10 salariés, ça fait 3 000 par personne, et voilà ce qu'on peut faire. Soit je te donne 2 000, mais c'est pas directement dans le salaire, ça va être par des avantages à droite, à gauche, mais au moins tu as 2 000 en plus dans ton pouvoir d'achat, et moi j'ai que 1 000 euros de charge. Ou alors, si tu veux, je te donne tout ce que je peux te donner, mais par contre, sur un budget de 3 000 par personne, en gros, je vais avoir 50% de charge, donc il n'y aura que 1 500 pour toi. Voilà. Et ça, parfois, le salarié, juste cette notion-là, de lui expliquer qu'en termes de budget, tout mettre en salaire ou en prime, il va finalement se retrouver avec beaucoup moins que si on le passait par d'autres avantages qui existent aujourd'hui, c'est peut-être moins intéressant. Voilà, donc la communication aussi, parce que sur beaucoup d'éléments, le salarié n'a pas forcément conscience de l'avantage dont il bénéficie. Donc la communication, spécialité de Cécile, à mon avis, doit faire partie de votre politique de rémunération. Cécile, du coup, je te repasse la parole. C'est parti. Alors effectivement, très belle transition. Donc quelques conseils assez concrets pour effectivement tirer le maximum de cette politique de rémunération, cette politique salariale qui a été mise en place. La première chose, c'est effectivement la communication. Alors bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais une communication pédagogique, c'est super important. Et qu'est-ce qu'on entend par communication pédagogique? En fait, souvent, les rémunérations, c'est très compliqué parce qu'il y a plein d'éléments. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en général, quand on fait des écoutes, par exemple, sur des entretiens, on se rend compte que la présentation de la rémunération, elle est presque angoissante pour le collaborateur parce qu'on lui donne plein d'infos qui sont hyper positives, mais qui sont tellement noyées, qui ont l'air tellement compliquées avec plein de chiffres que finalement, ça fait peur. Donc, une des recos qu'on a, c'est d'arriver à formaliser, en fait, très concrètement, visuellement, quels sont les éléments, justement, Kevin parlait de au moins 3 ingrédients, quels sont ces ingrédients que vous mettez, en fait, dans cette politique de rémunération, comment elle est composée et quelle est vraiment, très concrètement, cette politique de rémunération. Et ça, en fait, se forcer à arriver à le synthétiser sur quelque chose de schématique, ça peut être très simple, fait sur un petit Canva ou quelque chose d'assez, pas besoin d'avoir des compétences incroyables de design, mais juste d'arriver à le formaliser. Ça va vous aider, vous, déjà à y voir plus clair, à voir comment présenter les choses. C'est quelque chose que potentiellement vous pouvez d'ailleurs communiquer au candidat quand vous le recevez en entretien ou en amont, dans les échanges, pour que très clairement il puisse à tête reposée se poser dessus. C'est aussi quelque chose qui va lui permettre de comparer avec le voisin et de se rendre compte que finalement il y a plein de choses dedans et que oui, le salaire est peut-être pas pile poil le salaire fixe au niveau de ce que propose le voisin, mais que finalement il s'y retrouve très largement de par la composition de ces différentes briques. Donc, il y a cet aspect écrit et puis il y a un aspect aussi oral. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à organiser. Je pense notamment, il y a des entreprises qui mettent en place des politiques d'intéressement qui sont très intéressantes. Politiques d'intéressement intéressantes, ça c'est une belle formule, mais qui sont très complexes. L'intéressement, c'est quelque chose qui est très complexe. Donc, au moment où on le met en place, ne pas hésiter à vraiment organiser une session d'information qui ne soit pas uniquement une session d'information descendante, mais de discussion, pour qu'on puisse expliquer de manière pédagogique qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi on le met en place, que les personnes puissent poser leurs questions
et qu'on soit vraiment dans un échange qui permette aux collaborateurs d'appréhender qu'est-ce qu'on met dans cette politique d'intéressement. Donc vraiment des temps de dialogue. Il y a aussi une notion qui est très importante quand on parle de politique de rémunération, c'est la notion de transparence. Parce que en fait, c'est presque pour moi un ingrédient qui doit faire partie de cette politique de rémunération. C'est une grande orientation qu'on doit avoir en tête quand on la définit. Jusqu'où je vais en termes de transparence sur cette politique de rémunération? Est-ce que je communique uniquement des grilles salariales en fonction de certains coefficients? Est-ce que tous les salaires sont transparents? Il y a des entreprises aujourd'hui qui font ça. Jusqu'où je vais en termes de transparence? Et ça, c'est super important que ce soit clair pour soi et qu'on soit capable aussi de dire et de répondre et de donner l'information à ses collaborateurs, à ses candidats sur quel est le niveau de transparence en interne et aussi à l'externe, puisque ça peut être deux niveaux bien sûr différents. Et ça passe notamment, j'en parlais tout à l'heure, par qu'est-ce que je communique dans mes offres d'emploi aussi. Est-ce que je suis très au clair sur les fourchettes que je peux donner ou pas? Ensuite, il y a une notion d'anticiper les questions. Ça, c'est très important parce que la rémunération, forcément, on l'a vu, c'est une attente forte des candidats. Vous allez avoir des questions dans les entretiens, quand on est sur des salons. Je crois que d'ailleurs, certaines personnes de ce client-là sont ici aujourd'hui. On a un client qui a organisé des journées portes ouvertes dans ses locaux, donc du coup qui a rencontré plein de candidats. Comment est-ce que j'anticipe les questions sur la rémunération auprès de ces candidats? Donc c'est prévoir vraiment, avoir toutes les cartes en main pour répondre aux questions avec des éléments de langage qui soient clairs. On sait qu'en France, l'argent, c'est tabou. Donc, dès qu'on commence à aborder le sujet de la rémunération, on commence tous un peu à transpirer. Et on veut absolument éviter ça. Donc, anticiper un peu sur quoi on va venir me challenger, quelles sont les questions qu'on va me poser. Encore une fois, il ne faut pas rougir parce qu'on ne peut pas être, en tant qu'employeur, on ne peut pas être partout. On ne peut pas cocher toutes les cases, on ne peut pas répondre à toutes les attentes de tout le monde. Mais il faut juste être au clair sur, nous, notre politique, elle est définie, c'est celle-là. Voilà comment ça fonctionne et avoir des éléments de réponse à toutes les questions sur lesquelles on peut venir un petit peu me titiller, c'est super important pour que le discours soit aligné aussi et que si la question est posée à Pierre, à Paul ou à Jacques, la réponse soit la même partout tout le temps. Ça, c'est super important pour créer de la cohérence. Et puis, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de bien sélectionner les éléments en fonction de la cible. Vous allez décomposer un peu vos briques de rémunération que vous avez définies et sélectionner qu'est-ce qui va parler à tel ou tel profil de candidat ou de collaborateur. Je ne détaillerai pas parce que je donnais des exemples tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire, lui, à cet instant-là, ce profil-là, est-ce qu'il va plutôt être intéressé par cette brique-là, cette brique-là, cette brique-là, et dans ce cas-là, je vais organiser mon discours de telle façon à ce que ça fasse mouche auprès de cette personne-là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait quelques minutes pour pouvoir prendre de potentielles questions. Pour l'instant, j'en vois pas. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que certaines personnes ont des commentaires, des remarques à nous partager? Ou des choses que vous avez mises en place dans votre politique de rémunération qui n'ont pas marché, peut-être également. Et si vous savez pourquoi, éventuellement nous expliquer pourquoi. Tu le disais, une politique de rémunération, on peut rarement satisfaire tout le monde. C'est toujours forcément compliqué. S'il existait une formule magique pour le faire, elle serait déjà connue. Mais c'est le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent. Et mais comment on le répartit et puis comment on communique dessus. Ça, c'est hyper important dans une entreprise. Parfois, ça ne nécessite pas forcément d'avoir une organisation démesurée, de communiquer sur certains avantages. Il faut peut-être parfois le théâtraliser un peu. Alors, théâtraliser pas dans le sens où il faut en faire des caisses, mais peut-être faire venir quelqu'un de spécialisé là-dedans, avec qui on a mis en place, par exemple, moi, on l'a vu avec le CE externalisé WeSmile, et qui nous a proposé, justement, le commercial nous a proposé de venir, qui est un super commercial d'ailleurs, il n'est pas présent, donc je lui fais de la pub gratuitement, vous voyez, mais qui est venu, qui a fait toute une présentation de vraiment tous les avantages, ça a duré plus d'1 heure. Si moi j'avais fait moi-même la présentation, même si en partant du principe que je voulais assurer moi-même cette communication-là, j'aurais pas été aussi bon. Les salariés ne seraient pas ressortis de cette réunion avec cette vision aussi claire de tout ce qu'ils peuvent faire grâce à ce CE externalisé. Par exemple, on a mis en place les cartes tickets restaurant Swile. C'est pareil.
Et, au-delà de ce que ça représente en termes d'argent, vous avez d'un côté le carnet de tickets resto un peu traditionnel, et vous avez aujourd'hui la version un peu plus moderne qui plaît beaucoup, ce côté digitalisé. On a la petite carte bancaire Swile qui permet justement de la passer. Là, on a vraiment le sentiment d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire. C'est tout bête, mais c'est pareil. Présentation des avantages de Swile. Ça a eu un impact, je pense, sur le moral des troupes, qui était déjà très très bon, parce que c'est des conditions de rêve de travailler chez Global Pay, bien entendu, c'est connu dans le monde entier. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, on insiste, c'est comme la prise en charge de la mutuelle. On a décidé aussi de prendre en charge 100% de la mutuelle en part patronale. Ben c'est pareil, on a fait venir notre super partenaire de Prévy à Bordeaux, Régis Serrazin, que je salue, qui est venu, a fait une présentation, a expliqué l'avantage de prendre en charge 100% de la mutuelle en part patronale. Et on a augmenté comme ça de 25 ou 30 euros, je crois, le pouvoir d'achat de chaque salarié. Et vous mettez tout ça bout à bout, ben déjà, ils ont tous compris l'intérêt qu'ils avaient. Et derrière, mais forcément, ça permet aussi d'avoir une communication qui est maîtrisée. Il y a une question de Hélène qui demande s'il y a des RH présents autour de la table qui ont dû ajuster leur grille de salaire avec l'inflation et les hausses de SMIC pour garder de l'équité, et comment est-ce que vous avez fait? Donc, je ne sais pas si... Et il y a Alice aussi qui nous dit effectivement pas facile de trouver des liquidités directes pour les salariés sans que cela ne coûte trop cher à l'entreprise. En effet, c'est ce que disait Kevin. Je pense qu'aujourd'hui, les leviers qui ne coûtent pas cher, entre guillemets, à l'entreprise sont plutôt des options qui ne sont pas des liquidités directes. Donc effectivement, c'est toujours un peu le sujet d'arriver à équilibrer pour que le salarié ait quand même, entre guillemets, de l'argent en poche qui soit suffisant par rapport à ses attentes en termes de salaire. Alors moi, je peux répondre à la question d'Hélène éventuellement, parce que je vais répondre au nom de certains de nos clients pour qui on fait des bulletins de paye tous les mois, effectivement, qui ont décidé, avant même que la grille de salaire de la convention collective soit réévaluée, qui ont décidé eux-mêmes de prendre l'initiative d'augmenter. Aucun problème, tant que c'est de manière homogène, on va dire. On ne décide pas d'augmenter que Pierre-Paul et par contre on n'augmente pas Jacques. Mais effectivement, vous êtes tout à fait libre de pouvoir augmenter un petit peu votre grille de rémunération face à l'inflation, bien entendu. En théorie, la convention collective devrait le faire elle-même, alors toujours avec quelques temps de décalage, mais normalement, ça le fait tout seul, à moins que vous ayez une grille de salaire qui soit déjà plus élevée que la convention collective et qui ne soit pas indexée dessus, c'est-à-dire sans avoir un décollement de 10%, 30%, 50% par rapport à ce que prévoit la grille de la convention collective. Mais oui, vous êtes de toute façon toujours libre d'augmenter la rémunération de vos salariés. Après, il faut le quantifier, parce que quand on a 2 salariés, si on les augmente de 5%, ça va. Quand on en a 200, forcément, ça représente plus la même chose. Il faut penser derrière à l'impact que ça peut avoir sur tout ce qui prend en compte cette rémunération, c'est-à-dire la provision de congé, les provisions, par exemple, de 13e mois ou de 14e mois quand il y en a, les éventuelles indemnités de départ à la retraite, si jamais vous faites vos engagements de retraite tous les ans. Voilà, il faut prendre en compte aussi ce coût-là auquel on ne pense pas immédiatement, mais dès qu'on va augmenter un petit peu le salaire de base du salarié immédiatement sur le bulletin de paye, il faut penser à tout ce qui est autour, qui va également subir cette augmentation-là. Donc, c'est des coûts qu'on ne voit pas tout de suite, parce que c'est des coûts de demain, mais il faut également les anticiper aussi. Merci Kevin pour ces éléments de réponse. Je vois que le temps tourne, on est presque au bout de ce webinaire, donc, sauf s'il y a une dernière question à soulever, sinon je vous propose de clôturer ici nos échanges. Donc encore une fois, déjà merci à tous d'avoir été là. Il y aura donc un replay qui vous sera envoyé, vous pourrez effectivement repasser. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et puis on sera toujours effectivement disponible, Kevin ou moi, pour aller plus loin sur certaines questions si certains en ressentent le besoin. Donc voilà, je remercie vraiment Kevin d'avoir été présent ce midi. C'était très intéressant de pouvoir mener ce webinaire ensemble.
Et je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de déjeuner comme c'est mon cas. Et je vous dis à très bientôt. Merci Cécile pour l'invitation et merci à tous d'être venus. Au revoir. À bientôt, au revoir.